Bon après-midi. Good afternoon, everyone. Bon après-midi. D'être là. Mon nom est Jean Lebel. Je suis le directeur du programme Agriculture et Environnement ici au CRDI, au Centre de recherche pour le développement international. And it's a real pleasure for me to welcome. Je suis honoré de vous souhaiter la bienvenue au CRDI. Nous célébrons notre 40e anniversaire cette année et pour ce 40e anniversaire, on offre toutes sortes de bons conférenciers reconnus. Nous avons David Water-Toews, qui est un chercheur qui a travaillé de près avec nous au CRDI. Et nous aimerions vous dire que c'est un pionnier dans le monde de la recherche au Canada. Comme Canadiens, nous devrions tous être fiers d'avoir un chercheur tel que David Water-Toews. Monsieur Water-Toews est un pionnier de l'approche intégrée à la santé. La santé intégrée, selon cette théorie, l'être humain fait partie de l'écosystème. Comme espèce, nous interagissons de près avec l'environnement, que ce soit une interaction physique, biophysique, que ce soit par sa dimension économique ou d'autres dimensions. J'ai rencontré David en 1997 lorsque je me suis joint au CRDI comme jeune agent avant d'avoir un programme d'éco-santé. Dans son travail sur la santé de l'écosystème à l'Université de Guelph, où il est professeur sur la médecine de la population, j'ai abordé son travail et c'est du travail qui se faisait au Pérou, au Népal, au Kenya et plus tard au Honduras. David a collaboré avec des collègues des pays en voie de développement et il a fait une recherche qui lie les facteurs économiques avec les éléments biophysiques dans la communauté. L'approche de l'écosystème traite des complexités, non pas comme étant un obstacle, mais plutôt une source d'inspiration comme cadre pour examiner les questions clés liées à la santé et à l'environnement. Il n'est pas seulement un chercheur, il est entrepreneur. Il est le président fondateur de Vétérinaires sans frontières. Il y a également le fondateur du Network for Ecosystems, Sustainability and Health. Il a fait des publications dans les domaines scientifiques, dans l'épidémiologie, les sciences vétérinaires. Et il a publié des livres avec James Kay et Thomas Gitau du Kenya. Ce sont des ouvrages très importants pour les nouvelles générations des chercheurs. L'été dernier, mais nous avons eu l'honneur d'apprendre que David a obtenu le prix de l'Association d'écologie et de la santé à la conférence de Londres. Pendant sa carrière, il a montré un intérêt particulier dans un sujet d'intérêt pour vous, à propos des maladies qui viennent de l'eau et des zoonoses. Ce sont des maladies infectieuses et qui peuvent être transmises d'humain à humain ou d'humain à des animaux et vice-versa. Il a également publié des ouvrages à ce sujet. Et il y a 2 livres bien connus à propos de ces sujets. Vous les avez peut-être déjà vus. Il y a eu des titres mémorables. Il y en a un qui est intitulé « La nourriture, le sexe et la salmonelle. Pourquoi nos aliments nous rendent malades ?» Et il y a aussi la panique des pandémies et les maladies mortelles qui sont transmises des animaux aux êtres humains. Et il est un des finalistes de l'Association des écrivains canadiens. David a un flair littéraire. Il a fait un premier diplôme en littérature anglaise. Il a également publié dans le domaine littéraire. Il a publié des poésies, des romans, de la fiction et également des livres de recettes.
si je n'ai pas tort. Avec cette belle compétence, il aurait pu être un résident permanent dans la tour d'ivoire du monde universitaire. Mais il a toujours été inspiré par l'action et toujours inspiré par le contact par les personnes à la base. Cela illustre que vous pouvez lier la recherche et l'accent pour faire des changements qui améliorent la santé des êtres humains en particulier. David a été très généreux également ici au Canada et à l'étranger, et il a fait part de ses connaissances avec ses étudiants, et il a offert beaucoup de travail universitaire. Je pense qu'il a publié plus de 40 ouvrages. Une de mes collègues, Dominique Charron, docteur Dominique Charron, a été étudiante de David et est maintenant responsable de notre programme d'écosystème au CRDI. Alors, vous avez eu beaucoup de chance d'avoir David comme professeur. David s'engage avec les pratiques canadiennes d'éco-santé. C'est assez exceptionnel. À l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université du Guelph, à l'Université du Québec et de Moncton. Et il combine une démarche avec des étudiants qui vont dans la même direction. Alors, David, sans plus tarder, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au CRDI afin de nous faire ce discours que vous avez intitulé « L'éco-santé dans un monde complexe, le Saint Graal des politiques publiques ». Je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Et merci d'avoir ses collègues et ses amis sur l'Internet et qui pourront contribuer à poser des questions plus tard. Je vous souhaite la bienvenue. Il y a un groupe d'universitaires de l'Université de la Colombie-Britannique. Je vous souhaite également la bienvenue. À vous la parole, David. Merci beaucoup pour cette belle présentation. J'aimerais remercier le CRDI de m'avoir invité à faire partie de cette série et d'avoir soutenu la recherche novatrice au Canada et à l'étranger. Au début des années 90, je suis arrivée à Katmandou pour la deuxième fois. Lorsque j'y étais en 1967 comme simple campeur, Népal était un royaume isolé avec un enfant roi à la tête et une ruelle appelée Freak Street. Maintenant, le Népal a une nouvelle démocratie et essaye de faire face à un étalement urbain et un chaos économique et politique. J'étais là comme dans une équipe de scientifiques pour étudier un petit ver qui habite les intestins de chiens tels qu'un petit graderie. Chez les personnes et chez d'autres animaux, ces parasites devient comme un kyste qui fait plein de petits bébés. Mon ami à Katmandou voulait bien sûr se débarrasser de ce parasite. Il faisait froid lorsque nous avons passé le pont piéton sur la rivière Bishnamati. Il y avait des feux à l'horizon, des hommes et des buffles d'eau étaient à l'horizon. Un buffle tué s'est effondré alors qu'un homme lui a tranché la gorge pieds nus. Ils ont empilé des pailles sur le corps du buffle et l'ont enflammé. Lorsque le feu s'est éteint, ils ont roulé le corps sur le dos et il y en a un qui a ouvert son ventre. Sur le bord de la rivière, des équipes de jeunes hommes ont sorti les contenus de l'estomac et il y avait beaucoup de vapeur dans l'air alors qu'ils ont essayé de préparer les aliments pour les touristes dans une classe moyenne en expansion. Les chiens et les cochons ressortaient de cette obscurité à la périphérie de ce tableau. Des vautours étaient penchés sur des arbres avoisinants. Nous sommes des scientifiques. Nous savions quoi faire. Pendant 3 ans, nous avons effectué des recherches intensives épidémiologiques et laboratoires sur des personnes, sur des chiens et des buffles. Nous avons fait des messages de santé publique à la radio, à la télévision et par des ateliers. Rien n'a changé. J'étais désespérée. Si une équipe d'épidémiologistes, parasitologues et vétérinaires ne pouvait pas
réussir à débarrasser une ville d'un petit parasite, est-ce que ça en valait la peine? Nous avons commencé avec les parasites au Népal, mais très vite, nous nous attaquions à la malnutrition, à l'insécurité alimentaire, au mercure dans les poissons, à l'eau contaminée et l'épidémie d'obésité et de maladies infectieuses. Le monde était sans contrôle. Des maladies, des catastrophes apparaissaient partout. Et les programmes scientifiques, techniques et politiques n'avaient plus de pouvoir et il manquait des ressources intellectuelles, économiques et morales. Que devraient faire les responsables de politique? Établir une liste de priorités et passer par cette liste? La liste est éternelle. Et ce qui est pire, les façons de régler les problèmes de la faim, du manque d'emploi, créer des conditions de l'émergence et la propagation de nouvelles maladies ou de l'extinction d'espèces ou de manifestations dans les rues, c'est vraiment un cauchemar politique. Si l'établissement des priorités ne fonctionne pas, qu'est-ce qui nous reste? Dans le développement conventionnel et en termes scientifiques, il n'y a pas grand-chose à faire. Les chercheurs font du travail disciplinaire indépendant basé sur la science normale de Thomas Kuhn, une science où chaque discipline a ses règles de pratique immuables, une preuve acceptable et un contrôle de qualité. Les érudits transmettent ces résultats aux politiciens et ces politiciens devraient être plus réfléchis et visionnaires que tout érudit. Ensuite, on se lamente du fait que les politiciens prennent des décisions basées sur les preuves de quelqu'un d'autre plutôt que les nôtres. Les stratèges, même les plus intelligents, font face à la perspective de la rage avec la pauvreté chez les enfants, la question des terres humides, de la grippe aviaire, le choléra et la faim. La liste est éternelle et résulte à plus de demandes pour plus d'argent dans plus de programmes. Mais il y a une solution à ceci. Revenons aux bases. Les scientifiques sont des chasseurs. Nous recueillons des faits tels que les fruits et les noix dans une forêt profonde que nous appelons le monde. Nous ne connaissons pas le monde. Nous percevons avec nos sens les yeux, les oreilles, le nez, la langue, les mains et l'extension technique. Cela crée des connexions neurales qui fonctionnent comme étant un modèle mental interne de ce qui existe à l'extérieur. Le modèle mental détermine notre comportement et notre survie. Parfois, les individus ont tort. Parfois, les connexions neurales et les messagers biochimiques se confondent ou on pense qu'un cas singulier est d'une application générale où quelqu'un se trouve au mauvais endroit au mauvais moment et qu'à cause des connexions cérébrales qui ont changé. Les erreurs peuvent être coûteuses. Un animal peut être mangé, écrasé par une voiture ou pour se retrouver dans une turbine éolienne ou une personne peut manger quelque chose de toxique ou un organisme ou une façon de faire peut devenir n'est plus pertinente. Nous surmontons ces déficits en partageant nos données et nos narratifs, en nous critiquant les uns les autres et en adaptant nos nouvelles découvertes aussi rapidement que possible. Nous basons ces histoires sur des expériences personnelles ou une étude particulière, une série d'études. Ce n'est pas plus qu'un récit de chasse autour d'un feu de camp, une façon de créer une signification à partir de faits. La bonne science n'est pas juste une question de trouver des faits. C'est une façon ouverte et systématique de partager l'expérience pour offrir d'autres explications. C'est ce qui fait la différence entre un scientifique et quelqu'un qui ne fait que des entrées de données pathologiques. Le monde est un filet d'échappatoire et de dynamique non linéaire, mais la tâche de comprendre où nous en sommes n'est pas sans espoir. Tout comme la fièvre et la diarrhée ne sont pas des problèmes distincts à régler, mais plutôt l'expression d'un corps en détresse. Et c'est semblable pour de nombreux problèmes qui sont des symptômes d'interaction parmi les changements socio-écologiques. Nous n'avons pas une seule description de notre situation. Nous avons de multiples perspectives de microbiologistes, d'anthropologues, de chamans, d'épidémiologistes, d'écologistes, d'économistes, d'agriculteurs, de travailleurs du sexe, de théologistes, de musiciens qui veulent avoir notre attention comme bons scientifiques et bons travailleurs du développement et comme bons stratèges. Nous écoutons.
car d'un côté, ils ont raison. Tous ensemble, nous détenons la vérité. L'engagement des citoyens n'est pas une façon de rendre les politiques du gouvernemental attirantes. L'engagement public est essentiel pour effectuer une bonne science dans un contexte où les faits sont contestés. Les participants publics sont une source de preuve de la même façon que l'historique personnel, un examen physique et une analyse de laboratoire donnent une bonne décision médicale clinique. Les philosophes Jerry Ravetz et Silvio Fontowitz appellent cela une science post-normale. Ce n'est pas une question de renverser ou de remplacer les nombreux paradigmes de la science, mais plutôt de les accommoder. C'est une nouvelle science démocratique qui s'ouvre à différentes interprétations des faits. Mais quel est l'objectif de cette science ouverte et démocratique? Est-ce que c'est suffisant de dire que la connaissance, c'est du pouvoir et le fait de donner du pouvoir aux citoyens doit être la caractéristique fondamentale d'une société démocratique? Et pourtant, pour les stratèges dont le travail est d'articuler les principes pour orienter les organisations, les collectivités, les pays qui désirent améliorer le monde, il manque quelque chose, un objectif, une vision unifiante. Les stratèges souffrent de la même maladie qui nous a touchés. Les politiques économiques et d'agriculture sont créées comme si le monde était divisé de telle façon. Mais nous savons qu'un tel monde est une fantaisie. Quel genre d'objectifs peuvent transcender et intégrer tous ces éléments? Je vous propose que la santé peut servir comme étant la vision unifiante nécessaire. René Dubos, un des grands scientifiques publics du 20e siècle, a décrit la santé comme étant un mirage, puisque c'était toujours à l'aperçu, à la raison, mais jamais accompli. Mais la santé est obtenue tous les jours, réinventée, renouvelée dans toutes les cultures. Ce n'est pas un mirage. Nous sommes sensibles à ce que les gens mangent, qui sont leurs amis, le montant de soleil qu'on reçoit, la météo. La santé est une façon d'être renouvelable. Nous voulons tous être dans un état de bien-être social, physique et mental. C'est ce qui est défini selon l'OMS. On ajoute que ce n'est pas seulement une question de ne pas avoir d'infirmité ou de maladie. La majorité d'entre nous ne sommes pas contre la proposition comme quoi c'est une bonne chose pour toutes les espèces et la planète que nous partageons, pas seulement pour certaines personnes à certains moments. La santé des êtres humains, la santé des animaux, la santé de l'éco-santé, c'est ce que l'OMS et le CDC et la SPC appellent une seule santé. C'est notre vision unifiante. Bien sûr, lorsque nous commençons à analyser une seule santé, on ouvre une boîte de Pandore. Mais la santé de qui? Les Nord-Américains, les Africains, les Asiatiques, les riches, les pauvres, les enfants de nos enfants, les non-humains, les individus ou la santé de l'écosystème. C'est possible de donner des millions de dollars pour vacciner les bébés et sans attention à l'éducation, au travail important, à la sécurité alimentaire, on rend les choses pires lorsque ces enfants deviennent plus vieux. Et si nous donnons des millions pour garder les personnes aînées vivantes, qu'est-ce que cela signifie pour les enfants? Si nous conseillons aux personnes de changer leurs habitudes alimentaires pour avoir une meilleure santé et cela mène à une déforestation tropicale, quelles seraient les conséquences? Une seule santé dans la pratique, dans la vraie vie, nous force à faire face à la tragédie, à la perte, à la souffrance. La santé pour tous peut signifier un deuil pour de nombreuses personnes. Alors il faut s'attaquer aux rituels culturels, à la musique, à la poésie, à la religion, avec lesquels nous gérons notre deuil. Si l'idée de la santé nous garde ensemble, nous continuons à discuter en parlant ensemble, nous créons déjà des liens sociaux qui encourage une bonne santé. La sagesse biomédicale conventionnelle propose que peu importe comment on arrive à la santé, tout ce qui importe, c'est d'avoir un diagnostic et un traitement, de mesurer le type de la maladie, son importance et de viser des ressources. Les politiques qui se fondent uniquement sur le savoir-faire technique supposent presque toujours que le monde est stable, qu'on peut prévenir l'avenir et donc que les politiques fondées sur la science peuvent avoir des effets bénéfiques. Beaucoup de politiques sont créées dans une bataille entre experts techniques et groupes de pression sociale. C'est ce qu'on a essayé à Katmandou.
et nous avons échoué. Nous pourrions créer un modèle scientifique pour prévoir que si on se débarrassait des chiens de la rue, si on tuait les buffles dans des abattoirs inspectés, si on avait un cadre de professionnels, d'ingénieurs sanitaires au Népal, eh bien, ce serait mieux. Mais les vendeurs, les prêtres ne voulaient pas se débarrasser de ces chiens de la rue parce qu'ils jouent le rôle de police communautaire. Les bouchers non plus ne voulaient pas le faire parce que c'était une tradition familiale. Les femmes de la rue voulaient avoir des garderies pour leurs enfants et être éduquées pour pouvoir s'impliquer dans le débat public sur la gestion des déchets. Et le changement démocratique peut être chaotique. L'inspection des animaux, les lois ne sont pas la priorité des nouveaux gouvernements. Et le Népal n'est pas le seul dans ce cas. Les experts peuvent nous dire de ne pas fumer, de mieux manger, de faire de l'exercice, de ne pas laisser les poulets et les chiens courir dans la rue, de faire de la bicyclette, de recycler. Mais tout ce que nous faisons, nous résistons toujours au changement dans nos comportements. Ce n'est pas parce que nous sommes idiots. Nous avons tous des raisons défendables pour faire ce que nous faisons en fonction de la façon dont nous simplifions ce monde opaque et complexe qui existe, les modèles et les lentilles que nous utilisons pour le comprendre. La seule façon sensible d'agir face à cette opacité, c'est de s'impliquer avec d'autres, de partager l'information, de changer nos pensées, d'être humble face à l'univers incroyable. Notre façon d'agir est aussi importante que les objectifs que nous fixons. Beaucoup d'entre nous ont une idée de l'expérience scientifique, mais qu'est-ce qu'un tel hybride pourrait avoir? De quoi pourrait-il avoir l'air lorsque personne n'a le pouvoir, l'expertise est répartie entre plusieurs, les politiques sont des hypothèses et les programmes sont la recherche, et lorsque les résultats sont beaucoup plus compliqués que de compter les cas de diarrhée, les tonnes de maïs ou le nombre de poulets qu'on envoie sur le marché. Au cours des 15 dernières années environ, un groupe de chercheurs du monde entier a créé un cadre général pour ce faire, et ça s'appelle une méthodologie d'adaptation pour la durabilité des écosystèmes et de la santé, AMESH, en bref. Donc, la MESH, c'est en fait le Rough Guide de l'éco-santé, et on propose une série circulaire de 7 étapes et de questions directrices. Tout d'abord, premièrement, quelle est la plainte qui nous a amenés là? Deux, qui sont les participants dans cette situation? De quoi s'inquiètent-ils? Quelles règles gouvernent leur comportement et leurs décisions? Et où se placent les espèces non humaines dans tout ça? Troisièmement, quelles sont les histoires racontées par les participants pour expliquer comment on est arrivé à cette situation et au rôle qu'on a dedans? Quatrièmement, quelles sont les questions scientifiques, sociales et culturelles auxquelles il faut remédier pour savoir quels liens elles ont entre elles? Cinquièmement, quels sont les scénarios, les visions, les narratifs qui sont faisables et désirables? Et sixièmement, comment concevoir un programme pour atteindre ces objectifs et qui le met en œuvre? Cinquièmement, quel système de contrôle nous permettra de mesurer le progrès? Qui le fera? Comment cette information sera ramenée dans le système et comment pourrons-nous ajuster nos programmes en fonction de cette information? Il n'y a pas de recette, mais il y a l'excitation de travailler avec d'autres pour trouver de meilleurs moyens de vivre sur la planète. L'approche de l'écosystème pour la santé, ou l'éco-santé en bref, amène à notre meilleure compréhension de la complexité historique, culturelle et écologique du monde avec un seul objectif, un monde, une santé qui transcende la culture et l'histoire. Avec ce double héritage familial, l'éco-santé réinvente la science, reconnaît diverses preuves. Elle ouvre la lutte avec la tragédie, la souffrance et la contradiction et permet d'intégrer les interventions et les politiques pour la santé, la biodiversité, l'agriculture, l'équité sociale et la démocratie locale. Plusieurs années après nos premiers efforts au Népal, nous y sommes retournés. Cette fois, nous avons élargi notre équipe de recherche pour comprendre des activistes, des bouchers, des boutiquiers, des politiciens, des anthropologues, des épidémiologues et des enfants des écoles. Et en 3 ans, ils avaient transformé leur parc, leur jardin, leur quartier le long de la rivière et avaient construit des abattoirs, compostaient le contenu des estomacs des animaux, etc. Donc, ils travaillaient de façon systématique et la politique importait. Donc, la politique internationale de l'Union soviétique et des États-Unis, qui ont fait tomber le mur de Berlin, ont ouvert la porte à de nouvelles politiques d'activistes à l'Association des bouchers de Katmandou. Ces politiques, tandis qu'on les mettait en œuvre, ont permis de transformer ce qu'on a vu donc sur les rives de la rivière Bisnumati. Ce n'est pas par hasard si cela a réussi, si une place d'honneur des associations des bouchers a été mise en place. Et le collaborateur, le Dr Joshi,
s'était engagé à améliorer le quartier où il vivait, quelles que soient les personnes qui étaient au pouvoir. Les politiques, donc, doivent être liées à la guerre contre le terrorisme, ont augmenté la guerre civile au Népal. Mais les quartiers de Katmandou avec lesquels nous avons travaillé, non seulement ont survécu, mais ont élargi leurs idées, ont étendu leurs idées à d'autres communautés. Ces politiques étaient positionnées pour pouvoir s'adapter et profiter plutôt que d'être prisonnières des changements socio-écologiques. Pour une éco-santé, dans une société durable, les meilleures politiques doivent impliquer les gens qui y vivent, là où ils vivent, à s'occuper des questions importantes de façon systématique. En tirant dans un réseau important d'expériences humaines, les politiques peuvent prévoir divers futurs et se préparer à eux. Et enfin, l'éco-santé est plus qu'une seule façon de résoudre les problèmes. Elle peut servir à se parler entre les cultures. À un atelier récent sur l'épidémie de rage à Bali, en Indonésie, nous essayons de voir pourquoi cela pourrait être une nouvelle idée européenne transplantée dans un programme local compréhensif et efficace. L'un de mes collègues, le Dr Anak Agung Giteputra, un scientifique remarquable, administrateur et prince traditionnel, parlait de l'hindouisme à Bali et voyait comment on pourrait trouver quelque chose là. Trita Karana nous a informé aussi que dans les livres hindous traditionnels, on devait trouver le bonheur ici et dans la vie qui suit. Alors, il faut voir la transdisciplinarité, il faut avoir une vision qui va plus loin que notre simple compréhension. Ça semble une version séculaire de relations harmonieuses avec Dieu. L'équité, y compris l'équité entre les sexes et la participation, les relations harmonieuses avec les humains, la durabilité, les relations harmonieuses avec la nature. L'éco-santé, nous avons décidé à de nombreux égards, est une reformulation scientifique et politique de Trikarana. Et j'ai participé en octobre à un atelier sur les relations entre la biodiversité et la santé indigène dans l'Amazone et dans le versant oriental des Andes, les Yungas. L'atelier comprenait des médecins, des anthropologues, des épidémiologistes, des vétérinaires, des médecins, des enseignants, des écologistes et des naturalistes. Il y avait des peuples indigènes. Nous étions des peuples indigènes, argentins, canadiens, brésiliens, britanniques, péruviens, colombiens. Alors nous avons vécu ensemble, nous avons dansé, crié, chanté, pleuré ensemble. Nous avons fait des listes, des diagrammes d'organisation, des organigrammes. Nous sommes revenus à la table et nous avons fait un plan de recherche. Nous essayons d'avoir une vision commune, un monde, une santé pour les gens et les autres espèces avec qui nous partageons la planète, le respect mutuel, trouver une narration humaine, un fil directeur. Une personne a suggéré que la façon traditionnelle de traiter avec les personnes avec lesquelles elle n'était pas d'accord, c'était de les tuer. Mais cela, donc l'atelier dépassait un petit peu leur cadre habituel. Bon, bien sûr, c'était le cas pour beaucoup d'entre nous, mais je me suis dit que si nous voulions vraiment un avenir sûr, comme beaucoup de gens, entre beaucoup d'espèces sur cette planète extraordinaire, mieux vaut mettre de côté les fusils et nous y habituer. Le Saint Graal est quelque chose que l'on recherche parce qu'on pense qu'en l'ayant, on arrive à l'unité physique et spirituelle. Bon, eh bien, est-ce que l'éco-santé, dans ce monde complexe, est vraiment un Saint Graal? Si ce n'est pas le cas, du moins, c'est une carte fripée, un peu obscure, mais pourquoi ne pas l'espérer, qui pourrait être un trésor. Merci. Merci, David. Merci beaucoup. Donc, l'après-midi se déroulera comme suit. Bon, j'aurai une petite conversation avec David pour commencer. Et nous passerons ensuite aux questions du public. Il y a 2 micros dans la salle. Nous vous invitons à vous y rendre pour poser des questions, faire des commentaires. Et nous demanderons aussi à ceux qui sont sur le web, dans la diffusion web, d'envoyer leurs questions qui arriveront ici à l'écran et qu'on vous posera peut-être. On peut prétendre qu'on ne les voit pas, c'est vrai. Donc voilà comment va se dérouler l'après-midi et ensuite nous terminerons vers 15h30. Mais David, commençons la conversation. Dans ma présentation, j'ai fait allusion au fait que votre premier diplôme était en littérature anglaise. Vous êtes ensuite passé à l'école vétérinaire. Puis, vous avez décidé d'aller en épidémiologie.
Donc, quel est le fil commun? Quels sont les liens entre tout ça? Tout un jeune homme qui a été lié, qui est né, qui a été élevé à Winnipeg, je crois. Comment est-il arrivé à cela, à penser comme ça? Excellente question. Oui, j'ai grandi dans une famille d'historiens, d'humanistes. Et donc, j'ai grandi à Winnipeg. Je ne pensais pas que j'allais étudier les sciences, mais j'ai eu un très bon prof de sciences. Et en 1976, Trudeau a dit « Faites quelque chose pour votre pays ». Donc, je suis allée sur le pouce à Montréal. Et ensuite, j'ai fait le tour du monde. J'ai manqué d'argent en Inde. Bon, c'est une longue histoire, mais je suis revenue. J'ai terminé mon diplôme et en littérature anglaise. J'ai travaillé pour un éditeur pendant quelques années. Et puis, je me suis dit que si je voulais être écrivain, je serais mauvais, je ne serais pas très bon, je devrais travailler dans un grenier quelque part. Alors, je suis repartie à l'étranger. Je voulais aller à l'étranger avec des compétences techniques. Et j'ai regardé, bon, il y a des animaux partout dans le monde. Je n'ai pas besoin de parler leur langue, d'ailleurs, non plus. Les vaches, donc, sont les mêmes un peu partout. Oui, le docteur Doolittle. Alors, à partir de là, je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi? Si cet animal est malade, pourquoi? Est-ce que c'est parce quelque chose qui ne va pas? Pourquoi cela se passe-t-il? Parce qu'on ne nourrit pas comme il faut le troupeau? Bon, il y a des facteurs économiques. Donc, je me suis toujours posé la question, le pourquoi. Et alors, je me suis arrivée en épidémiologie, la répartition des populations, et puis les maladies d'origine alimentaire et hydrique. Et ensuite, on arrive aux questions de culture et d'écologie. Parce que les maladies d'origine alimentaire et hydrique sont tout à fait liées à la distribution des aliments et tout cela est tiré par les politiques sociales. Donc, tout cela, en me demandant pourquoi, je me suis rendu compte que beaucoup de mes amis chercheurs s'arrêtaient là. Cet animal est malade parce qu'il a tel parasite et on va le traiter. Et c'est tout. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est le tableau plus général. Pourquoi y avait-il des tendances dans les maladies? Pourquoi certains sont en santé, d'autres ne le sont pas? Alors, je crois que je n'ai jamais grandi au-delà de 5 ans. J'ai toujours cette même pensée. Bon, ça, c'est l'introduction. Mais alors, passons au cœur de la question. La santé par les écosystèmes, l'éco-santé, les écosystèmes et la santé. Bon, il y a tellement de choses qui sont apparues à la langue, mais dites-nous un peu d'où cela est venu. Où étiez-vous avant d'en arriver là vers la fin des années 80, début des années 90? Quelle progression a fait que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui? L'histoire en 5 minutes. Bon, c'est ce que vous voulez. Alors, l'idée originale, en fait, de plusieurs sources, bon, des gens, des vétérinaires, d'autres disaient, on peut parler de la santé des individus. Ce ne semble pas être un problème. On peut parler d'un agriculteur, de la santé d'un troupeau. On a des mesures pour ça, des programmes. Puis, on s'est demandé, est-ce qu'on pourrait élargir ça un peu? On a parlé de santé des fermes, de l'agroécosystème, des villes et également du paysage là, urbain. Alors, pourquoi ne pas projeter ces idées? Voilà comment est venue l'idée originale de choses comme la santé des écosystèmes est venue. Prenez l'idée de la santé, essayez de l'appliquer à ces cadres plus généraux, à ces intérêts plus généraux comme les écosystèmes. Et certains d'entre nous qui travaillaient là-dedans ont compris qu'il y avait des problèmes parce que ça n'est pas facile. On peut mesurer la température, la respiration, les taux de nativité, etc., mais avec tout ça, là, il n'y a pas moyen de mesurer la santé des écosystèmes. Alors, certains d'entre nous ont dit, regardons le processus par lequel on essaie d'atteindre les objectifs. Là, on avait 2 choses. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de réaliser? Et ça, c'est un monde, une santé ou la santé des écosystèmes. Et l'autre aspect est comment aller de là où nous sommes maintenant à là où nous voulons être. Parce que les programmes scientifiques conventionnels ne semble pas fonctionner. En tout cas,
on n'arrive pas à résoudre ces problèmes. Et ce que je rencontrais en épidémiologie, c'est que si on regarde toutes ces interactions complexes, on n'a pas de moyen de les analyser. Donc, on va poser la question là. Donc, au lieu de dire, on a une question importante ici, pour laquelle nous ne pouvons pas faire d'analyse, essayons de trouver un moyen. Le reproche, c'est on ne sait pas comment traiter cela. On va traiter de quelque chose qu'on sait comment traiter. On va se renseigner si un médicament fonctionne ou non, si tel organisme survit dans telles circonstances. Mais si on pose des questions plus générales, on ne sait pas comment faire. Et pour moi, c'est là qu'est venue cette approche générale des écosystèmes. Parce que l'écologie, c'est les liens entre les choses. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec les écologistes, James Kay, Tim Allen aux États-Unis. Donc, regardez les choses en fonction des relations. Parce que les écologistes le font et comment ensuite lier cela aux résultats pour la santé, que ce soit la santé animale, humaine, etc. Beaucoup de gens regardent les questions de gestion de l'environnement, mais les principes sont les mêmes en fait. Comment formuler un processus pour se renseigner sur ces problèmes et les résoudre? C'est parce que vous vouliez savoir. Non, votre réponse, oui, est bonne, mais j'aimerais aller un peu plus loin parce que je comprends mieux. Je crois que vous avez été à l'avant-scène dès le début. Et ça, c'était, je crois, quelque chose, une tendance canadienne. C'était une initiative essentiellement canadienne, une approche scientifique. Et vous faites allusion aux scientifiques de la santé et de l'environnement qui se trouvaient des deux côtés de la barrière. Et ce type d'approche, d'essayer d'avoir un langage commun. Pourquoi cela s'est-il passé au Canada dans les années 90? Et qui plus est, d'après mon expérience dans le domaine, puisque nous avons été collègues, pourquoi cela s'est fait avec des Canadiens, mais à l'extérieur du Canada? Tout le travail qui a mené à la pratique, à la connaissance n'a pas été fait au Canada, mais à l'extérieur. Pourquoi? La réponse simple, c'est parce que le CRDI donnait de l'argent. Non. On s'est posé ces questions mutuellement dans les années 90, entre nous qui travaillent avec des écologistes, etc. Et c'est intéressant parce qu'il y a une tradition au Canada, il y a une tradition plus forte de regarder les choses de façon systémique. Et c'est dû au fait, en partie, qu'on soupçonne aux États-Unis de l'entreprise collective, on pense que ça pourrait être socialiste. Alors, cela a débordé dans les universités. Donc, on s'est renseigné davantage sur la concurrence, même en écologie, sur les espèces concurrentes. Et alors qu'au Canada, le travail qui a été fait aux États-Unis, en fait, par des gens comme C.S. Horing, en fait, c'est un Canadien de l'Ontario qui s'est transplanté aux États-Unis et qui a mis au point toute cette approche systémique. Mais il y a eu plus d'ouverture au Canada, en fait, pour faire ce genre de travail. Et certains se sont donc axés autour de la commission sur les Grands Lacs, la commission internationale, pour essayer de voir comment régler le problème. Et pourquoi? Donc, à l'étranger, pourquoi agir à l'étranger? Mais en dehors de la réponse que j'ai donnée au début, c'est que lorsque vous allez à l'étranger, je vous ai fait la description comme livre, c'est évident, vous avez la santé, le développement économique, on ne peut pas séparer les choses. Et on a assez d'argent en Amérique pour dire l'agriculture c'est là, le développement c'est là, la santé est là. Et nous, on finance les choses, ces différentes choses. Mais dans les pays en développement, dans les pays pauvres, ils n'ont pas le luxe de pouvoir maintenir ce genre de distinction, de séparation. Okay. Ça fait partie de la réponse. Et ce qui s'est produit en Amérique du Nord, c'est qu'il y a eu beaucoup de rétroaction en ce qui concerne les maladies pandémiques, surtout après l'incident de Walkerton. Les gens se sont rendus compte qu'on pensait à l'agriculture ici, à la santé ici, à l'ingénierie de l'eau ici, mais ça fait partie du même monde, n'est-ce pas? On ne peut pas seulement avoir une politique en matière d'agriculture de façon distincte de notre façon de gérer l'eau ou la santé. Alors les gens commencent à comprendre cette façon-là de penser avec le mouvement du changement climatique. C'est surtout
parce que cela surveille. Ça a été plus facile car les problèmes sont interreliés les uns avec les autres. Vous êtes dans un monde fantaisiste si vous pensez que vous pouvez les distinguer les uns des autres. Du côté du territoire canadien, vous êtes à l'Université de Guelph, vous êtes un membre actif dans cette démarche. Comment est-ce que le progrès est accompli ici au Canada? Décrivez-nous l'intérêt que vous pouvez soulever au niveau de la politique au pays. Ça a été vraiment un élément clé dans les pays en voie de développement. Cette démarche d'éco-santé fonctionne bien lorsqu'il y a un engagement actif avec les acteurs de la politique et lorsque vous pouvez traduire les connaissances en action au Canada. Selon vous, quelle est la progression? Y a-t-il des succès à l'horizon? Il y a toutes sortes de réponses à cela. Dans cette communauté de pratique, nous avons de nombreuses jeunes personnes qui viennent dans le système. Nous avons des personnes très intéressantes du monde des sciences sociales, les gens qui travaillent dans le Canada, dans le Nord, avec l'Agence de la santé publique du Canada. Il y a des gens qui travaillent dans le monde en voie de développement sur toutes ces questions. La communauté même comprend les vétérinaires, les médecins, le personnel de la santé publique, quelques philosophes qui posent des questions. Il y a un dialogue bilingue et nous apprenons des uns des autres, ce qui est vraiment merveilleux. On essaye de penser de façon plus complexe. Alors, de ce point de vue-là, je suis confiant qu'il y a une belle relève qui s'en vient dans le système. Du côté de la politique, ce que j'ai constaté, c'est que les gens juste en dessous du niveau politique, par exemple les sous-ministres adjoints à la tête de la CIA ou de l'Agence de la santé publique du Canada, il y a beaucoup d'intérêt à ces niveaux-là, juste en dessous de la politique. C'est parce que ces personnes-là pensent à long terme et ces personnes ont une vision d'intégration. Ces personnes sont là depuis assez longtemps pour observer qu'il existe des interactions au niveau politique. C'est plus difficile car il y a un changement constant. Les gens sont toujours prudents, les gens pensent à l'élection, pensent au remaniement ministériel. Alors, il y a beaucoup moins de capacité de leur côté d'examiner ces questions à long terme. Il y a du progrès à un niveau supérieur, au niveau des sous-ministres adjoints, mais la difficulté, c'est de transmettre ça dans les programmes politiques. Je ne sais pas comment y arriver. Je pense qu'on a besoin de la population de notre côté. Les politiciens vont réagir devant la population. Ma dernière question, avant de nous tourner vers l'auditoire, nous avons plusieurs études de cas sur la recherche de l'éco-santé qui nous montrent les répercussions au niveau local, parfois à une échelle plus élargie, mais nous n'avons pas des récits qui nous disent que ça s'applique partout et dans d'autres situations. Est-ce qu'il y a des inconvénients dans vos recherches? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer à la prochaine étape? Quel est l'avenir dans ce domaine? Oui, c'est un défi à relever. Comme épidémiologiste, vous avez besoin de chiffres sélectionnés aléatoirement. Maintenant, plus vous avez une grande unité, plus vous passez de la collectivité à des plus grandes unités. Et la diversité est tellement énorme qu'il est très difficile d'identifier ces données d'une place à une autre. Donc, nous nous concentrons souvent sur le processus plutôt que les résultats. Vous pouvez aller du Katmandou à l'Argentine, au Kenya. Le processus général demeure le même, c'est-à-dire les questions, comment est-ce que c'est lié à l'environnement, mais les éléments spécifiques vont changer d'un endroit à l'autre. Si vous examinez le rapport initial du VIH-Sida ou de la maladie E. coli, c'était des études de cas individuelles. Les pathologistes, les médecins ont l'habitude d'examiner
toute une étendue de renseignements cliniques, l'historique, les analyses de laboratoire. Et ces personnes disent que c'est inhabituel. Mais nous allons prendre une décision basée sur les meilleures preuves qui existent. Nous en sommes au point avec l'éco-santé dans ce processus où nous avons dépassé les premiers cas et nous sommes dans des situations où nous pouvons commencer à montrer les preuves. Il y a Thomas Ketal au Kenya nous disait qu'il y a certaines choses qu'on peut mesurer immédiatement. Par exemple, il y a combien de projets qui ont été initiés par la collectivité et qu'en est-il du système de l'eau? Il y a d'autres éléments qu'on peut examiner à long terme, les changements du comportement. Est-ce que les communautés changent leur façon de produire, de distribuer les aliments, leur façon de gérer l'écosystème? Plus vous montez dans le système, moins il y a de projets. Et plus j'ai l'impression que les organismes tels que le CRDI peuvent examiner au niveau mondial comment est-ce qu'on peut comparer ces choses-là. Lorsque vous faites le projet, vous pouvez examiner une durée de 3, 4, 5 ans et vous pouvez dire que vous revenez dans 10 ans pour voir les résultats. Si vous avez le luxe au Népal de voir qu'il y a une continuation, si vous parlez de la pérennité, 10 ans, ce n'est pas une longue période. Alors, c'est difficile, mais il ne faut pas renoncer. Et il faut se demander comment est-ce qu'on va arriver. Merci. Alors, maintenant, nous allons nous tourner vers l'auditoire. J'aimerais avoir vos questions ou vos commentaires à propos de la présentation de David. Sur la question de l'environnement et de la santé, il y a un microphone ici, il y en a un autre là-bas. En français, il n'y a aucun problème. Il y a des services de traduction simultanée si vous avez besoin d'écouteurs. Et nous allons répondre à une première question. Nous allons répondre à 3 questions afin de donner à David l'occasion de se préparer. Mon nom est Dr. Prabhi Mugen. Je travaille pour Industrie Canada. Je pose cette question dans ma capacité. C'est une question à 2 volets. La première, c'est la capacité des méthodologies scientifiques d'étudier des systèmes complexes. Vous avez dit que c'est difficile, mais il y a eu 2 précédents, la création du projet Manhattan et de la bombe atomique, et l'autre, c'est le projet Apollo. La question est de savoir, est-ce que la capacité de penser à des systèmes complexes s'améliore avec le temps? Ça, c'est une question. Et la deuxième, c'est une question de généralisation. Que faites-vous avec l'expérience dans les rues de Katmandou et comment l'appliquez-vous? Admettons, moi, je viens d'un village en Inde et ce sont vraiment 2 questions distinctes où vous pouvez peut-être les lier l'une à l'autre. Merci. Et j'ai une deuxième question ici. François Couillard. Je suis l'ancien président de la Croix-Rouge canadienne et d'un autre organisme. Avant, je travaillais dans le monde des affaires. Donc, j'aimerais vous remercier de votre présentation et de vos idées. Vous avez des idées novatrices et c'est très emballant d'écouter ce genre de pensée. J'essaie d'appliquer cela dans une vraie situation. Comment pouvez-vous avoir des changements dans nos systèmes sociaux et de l'éco-santé? Vous parlez de cette idée de transdisciplinarité. Est-ce que ça s'étend au monde des affaires? Quel est le rôle des affaires dans cette idée-là? Je pensais à un conférencier il y a quelques années, le professeur Mohamed Yunus, un récipiendaire du prix Nobel. Est-ce que les entreprises sociales peuvent jouer un rôle pour régler les problèmes sociaux et de la santé en se servant de votre concept d'éco-santé? Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? Non. Alors, David, pourquoi ne pas commencer par ces 2 premières questions? Il est vrai
que les projets tels que la bombe atomique et Apollo se sont servis de différents systèmes. Pendant l'évaluation de l'écosystème, on avait l'impression que cette façon de penser était limitée, restreinte. Laissez-moi vous l'expliquer. On a fait la différence entre un système compliqué et un système complexe. Un système compliqué, vous pouvez avoir un modèle mathématique et vous pouvez prévoir les résultats. Vous pouvez créer des modèles mathématiques interreliés et ensuite vous pouvez dire que si nous avons cette structure et ce calcul, on peut faire atterrir un aéronef sur la planète Mars. Ça, c'est un système compliqué. Un système complexe, c'est d'élever des enfants. Vous pouvez faire toutes sortes de choses et vous ferez mieux de faire certaines choses par rapport à d'autres, mais vous ne pouvez pas vous baser sur des modèles mathématiques qui pourraient prévoir des résultats. Si vous dites qu'il y a eu du progrès, je vous répondrai que oui. Dans les années 70 et des années 80, dans la recherche de l'agriculture, l'idée, c'est qu'on pouvait appliquer des modèles d'ingénierie pour comprendre les exploitations agricoles. Mais bien sûr, ça fonctionne si vous n'y ajoutez pas des êtres humains. Dès que vous ajoutez des êtres humains, on n'est pas prévisible. Oui, on est prévisible généralement, mais ce n'est pas utile pour des activités continues. En ce qui concerne la mise en application, et c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure. Lorsqu'on a commencé à réfléchir à cette question, j'avais un projet dans l'Amazone au Pérou et un à Nairobi. C'était des projets périurbains et un à Katmandou. Pour voir si on essaye de mettre en œuvre quelque chose, qu'est-ce que cela signifierait? Et certaines questions d'orientation que j'ai mentionnées émergeaient de ces différents sites de différentes façons et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons une démarche d'orientation plutôt que prescriptive. Et si vous faites ceci et cela, vous aurez ce résultat. C'est clair que ça dépend du contexte, quelles activités seraient utiles ou pas. Je pense qu'on en est au point où, lorsqu'on a des réunions de personnes du monde de l'éco-santé autour du monde, on a l'impression qu'on peut parler de toutes sortes de choses à propos du processus et on peut parler des résultats, ce qui fonctionne ou pas. Et c'est pareil au CRDI. On fait des erreurs au départ. Parfois, il y a des projets qui ne fonctionnent pas. Lorsque j'ai réfléchi à Katmandou, une des raisons pour lesquelles ça a connu du succès, c'est que le mur de Berlin s'est effondré, il y a eu des mouvements de démocratie, la monarchie s'est effondrée et les gens de Katmandou voulaient essayer quelque chose de nouveau. Alors il y a eu l'occasion d'agir, il y a eu des activités, les gens se sont dit voici quelque chose de nouveau. Il y avait une énergie nouvelle. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait n'a pas fait de différence, mais ça veut dire qu'on a profité de ce qui se produisait déjà. Et c'est ce qui se passe dans l'éco-santé. Quand ça ne fonctionne pas, c'est que la structure des pouvoirs est tellement enchâssée que c'est difficile de la changer. Cette question d'entreprise sociale, moi, je viens des années 60 et nous sommes méfiants du monde corporatif. J'ai appris quelque chose de ce processus lorsque je travaille avec différents groupes de personnes envers des objectifs en commun. Il n'y a personne qui veut détruire les communautés. La cause des dégâts dans le centre-ville où on habitait à Katmandou, c'était la question de la boucherie qui se passait. Mais lorsque je leur parlais plus tard, on m'a dit que ce qui est bien à propos du projet, c'est que tout le monde a pu se réunir autour d'une table. Et ces gens ne s'étaient jamais assis avec des chefs de file politiques, avec des commerçants, avec les sans-abri, et ainsi de suite. Les changements dans ce quartier ne provenaient pas d'une aide étrangère. C'est parce que ces personnes commençaient à réinvestir l'argent dans leur communauté. Ces gens voulaient réinvestir, ces gens habitent là, donc ces gens veulent une meilleure communauté. On peut penser au meilleur instinct des... Bien sûr que ces gens veulent profiter et faire de l'argent, mais pas aux dépens de détruire l'environnement où habitent leurs enfants. Les gens se font pousser vers des situations extrêmes. Il faudrait plutôt trouver des éléments en commun
Ce n'est pas facile d'y arriver. Une des questions qui se pose, c'est à propos du monde corporatif et des politiques et ainsi de suite. Est-ce que nous pouvons transcender la politique? Est-ce que ça va? Si je réponds à cette question, j'allais me rendre à l'écran. Donc, pourquoi ne pas lire la question? Pensez-vous que dans la poursuite des politiques de l'éco-santé ou d'une seule santé, est-ce que cela peut vraiment transcender les politiques? Est-ce que la façon de négocier les différences mondiales se base sur la démocratie dictée par les changements de l'idéologie politique régulièrement? Comment pouvons-nous mettre en œuvre ces réglementations aux 5 ans dans les tendances politiques? Et la prochaine question porte sur le monde corporatif. Répondons à la première question. Ce défi entre la recherche à long terme avant de voir des répercussions et le programme à court terme. C'est pour cela que, d'après mon expérience au Canada, ce n'est pas les leaders politiques élus qui vont répondre, c'est les gens qui travaillent juste en dessous d'eux. Les sous-ministres adjoints, les gens qui travaillent dans la bureaucratie depuis plus longtemps. Et ces personnes sont plus ouvertes à ce genre de pensée. Il y a une résistance du milieu. Si quelqu'un fait toujours la même chose pendant 10 ou 15 ans, si leur carrière est basée sur cette façon de travailler et ensuite on leur demande de changer, c'est difficile pour eux. C'est difficile pour n'importe qui. Quelqu'un vient vous dire, écoutez, en fait, on va vous restructurer, vous allez maintenant faire un autre travail. Ça ne se passe jamais. Ça ne se produit jamais au CRDI, n'est-ce pas? C'est moi qui vous pose cette question. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile. Et un autre aspect de la question, c'est qu'il existe une responsabilité de s'engager avec les médias, avec la population. Car nous parlons ici de changement culturel, nous parlons de changement culturel à long terme, et on peut voir ce qui se passe. Examiner les soins de santé aux États-Unis, il y a eu toutes ces réunions municipales, et vous voyez ce qui s'est passé après. Ça vous montre à quel point c'est difficile de commencer à penser différemment. C'est difficile de les faire penser de façon systémique. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire cet effort, mais c'est vraiment un grand défi à relever. Non, ça ne transcende pas la politique, mais je pense qu'il faut s'engager de différentes façons dans l'arène politique. J'ai des préjugés pour ce qui est des partis politiques, mais j'ai constaté que lorsque vous vous rendez directement aux individus dans ces différents partis, personne ne veut détruire le monde. Et ces personnes veulent vraiment faire du bien. Et si vous pouvez les engager à ce niveau-là, et si vous leur montrez des preuves et vous leur demandez qu'est-ce qu'il faut faire, souvent, vous pouvez engager les gens. Pas souvent. Madame Gisèle Corin, d'avoir posé cette question. Si vous envoyez des questions sur le web, pourriez-vous vous limiter à une seule ligne ou 2 lignes? C'est difficile à lire lorsque c'est trop long. Avons-nous des questions qui viennent de l'auditoire? Vous? Allez-y. Shannon Griffith? Je ne suis pas scientifique, je suis journaliste. Vous avez vu de nombreuses communautés en détresse. Je me demandais si vous avez eu l'occasion d'examiner l'éco-santé au Canada. On parle d'eau polluée, d'eau stressée, l'eau comme source de vie. Je me demandais si vous étiez dans une position d'évaluer la santé de l'eau. Est-ce qu'elle est meilleure? Est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? Oui. Il y a eu un changement en ce qui concerne nos intérêts dans ces enjeux depuis l'incident de Walkerton et depuis qu'il y a eu des changements climatiques qui deviennent un problème au Canada. Et il y a des programmes, des gens qui regardent les nappes phréatiques, qui essayent de voir comment on pense à toute cette question et à la façon dont on gère cette eau souterraine. Donc, il y a des programmes de recherche, il y a d'autres programmes, par le conseil de recherche, etc. Mais
On a un Centernet au Canada. C'est un système de contrôle de la nappe phréatique et ça a commencé dans la nappe phréatique de Grand River, où j'habite d'ailleurs. Et ensuite, on passe à d'autres nappes phréatiques ou d'autres systèmes hydrographiques ailleurs dans le pays. Donc, il y a du travail qui est fait là-dessus, mais il y a deux réponses, en fait, à donner. Et oui, bien sûr, on peut s'en inquiéter. On peut s'inquiéter de la situation parce que, à cause de l'urbanisation rapide et avec l'agriculture dans certaines régions, dans certains bassins hydrographiques, et comment les terres sont gérées dans différentes régions du Canada, ça dépend. J'avais pensé à autre chose, mais je n'arrive pas à le retrouver. L'autre aspect, c'est que on est quand même pas dans une assez bonne situation au Canada par rapport au reste du monde. Je me souviens qu'il y a eu une consultation sur la santé à Winnipeg l'année dernière. Il y avait quelqu'un d'Australie, Julia Lamford. Elle disait qu'elle était surprise de survoler le Canada pour voir la quantité d'eau et de voir la quantité d'eau qu'il y a. Parce qu'en Australie, ce ne serait jamais le cas. On ne verrait jamais autant d'eau du ciel. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut agir tout à fait irresponsablement. Non, mondialement, c'est une ressource tout à fait précieuse et il faut trouver des moyens pour mieux travailler avec l'eau que nous avons, mieux la gérer. Et nous... En fait, le Canada est en fait un endroit assez agréable où vivre. Mais je sais que ma femme est toujours d'accord. Mais ça c'est encore autre chose. Bon. Merci, David. Il y a une question là. Et merci pour cet exposé très intéressant, très instructif. Et étant donné que Aquafacine est une initiative canadienne, est-ce que vous pensez que dans les 5-10 prochaines années, cela va intéresser seulement les chercheurs canadiens, les universitaires, étant donné que la plupart des problèmes se trouvent dans les pays en développement? Mais ça, c'est une question de quelqu'un qui est sur le web. Alors, comment voyez-vous cela aussi dans les autres régions en développement du monde? Il faudrait avoir un système idéal pour faire la différence. Et là où vous avez été impliqué aussi directement. Bon, il y a deux aspects là. C'est une initiative canadienne, des chercheurs canadiens, donc, et des universitaires sont toujours intéressés parce que beaucoup de ces questions, en fait, reviennent, en fait, la mondialisation, etc. La gestion de l'agriculture au Costa Rica, au Guatemala ou au Maroc, en fait, a une influence sur les aliments qu'on reçoit nous ici, et aussi bien que sur la santé dans ces pays-là. Donc, tout d'un coup, ça nous intéresse de savoir d'où viennent les aliments et ce qui se passe dans ces pays qui les produisent, comment les écosystèmes de ces pays sont gérés. Et ça, ça vient le titre de mon livre, donc Food, Sex and Salmonella. Donc, il faut voir dans quel environnement tout cela est produit. Donc, il y a un intérêt à long terme dans ce genre de questions intégrées. Mais pour ce qui est de l'appropriation, bon, ça varie selon les pays, les régions du monde. Mais ma réaction initiale, c'est qu'en Amérique latine, ça semble aller assez vite. Et c'est en partie parce que les gens sont impliqués politiquement, ils posent des questions, il y a beaucoup de soulèvements, etc. Donc, et on peut parler aussi d'épidémiologie sociale en Amérique latine et d'écologie politique. Alors, il y a plusieurs combinaisons là. Il semble qu'il soit plus facile d'en parler dans cette région-là. En Asie du Sud-Est, c'est un défi d'une autre façon. Aller à l'étranger, il y a toutes sortes de choses qui se passent, bien sûr. L'économie florissante de cette région de l'Asie du Sud-Est, mais aussi, et ça c'est une grande généralisation que je fais, mais je parle ici, je pense aux enseignants, alors qu'allez-vous m'enseigner? En fait, ça, c'est à la cœur même de l'éco-santé, de l'approche. Le fait que les gens posent des questions, demandent pourquoi indéfiniment.
Et ça n'est pas une tradition, ça, dans certaines régions de l'Asie du Sud-Est, mais ça arrive dans certaines régions, dans certains endroits. Le Feng Jing, le chercheur chinois, Xu Zhenshu aussi. Donc, des gens comme ça qui sont impliqués activement, qui font des choses, qui posent des questions et avec leur propre système travaillent à la limite, sur la marge. Alors, il y a des changements, il y a des choses intéressantes. Je vois un changement, donc, dans d'autres régions du monde aussi. Et dans certaines régions d'Afrique, il y a là encore beaucoup de différences. Et je suis heureux de voir des gens de prendre les choses, les adapter, les utiliser. Oui, on peut l'utiliser au Canada, mais il faudra peut-être le changer pour l'utiliser ici parce que le contexte est différent. Mais de façon générale, penser de façon systémique à l'appropriation des questions à l'échelle locale, c'est ce qu'on a dit au sujet de la rage. Et bien sûr, il y a toutes sortes de préventions pour toutes sortes de maladies, mais tout le monde veut éviter que la rage se propage. Et on veut maintenir, de garder la propriété à l'échelle locale. Donc, il faut le gérer et le faire systémiquement. Donc, moi j'ai de l'espoir. Monsieur au micro? Brian Elliott. Je dirais que je suis géographe pour la question, mais j'ai aussi travaillé à l'étranger avec des ONG humanitaires et de santé publique. Dans les sports professionnels, je suis à 110% pour vous, ne l'oubliez pas. Mais, je suis avec vous, mais je dois vous mettre au défi dans votre optique de dire que d'aller là-bas, de parler d'un monde, d'une santé, c'est la stratégie qui fonctionnera. Par exemple, aujourd'hui, dans le Guardian, il y a eu un article d'un politicien indien qui disait que l'Inde doit éviter le modèle de développement américain. Et donc de l'entreprise aussi. Mais bon, je n'ai pas eu le temps de regarder à fond tout ce qui le sous-tendait. Mais ça, c'est un élément important, car bon, le défi que je vous soumets, c'est lorsque les rivières seront asséchées, on ne peut plus drainer le lac Erie, etc. Et on est arrivé au point crucial. Et ça, c'est un problème très général. C'est éviter le désastre, les catastrophes. Walkerton, bon, c'est un petit événement. Ça, le SRAS aussi. L'approche un monde, une santé pourrait éviter ces choses à l'avenir, mais ce ne sera pas le cas si vos projections, si lorsque vous parlez au public, vous ne transmettez pas aussi le message que non, les choses ne sont pas catastrophiques, mais qu'il y a des options. Il y a une tension entre la réaction aux catastrophes et la santé à long terme. Et c'est un défi, en effet. L'exemple que j'utilise, si je suis frappé par une voiture, si je vais à l'hôpital, je ne veux pas négocier avec le médecin des urgences ce qu'il va faire. J'imagine ils savent ce qu'ils vont faire, qu'il y a toute une hiérarchie. Et c'est différent si l'on parle de communauté. Cela dit, essayez de naviguer dans ce chemin, c'est-à-dire on travaille à la limite l'épuisement des ressources, de gros changements aussi climatiques. Et on essaye de faire que les gens pensent de façon systématique. C'est tout un défi. Moi, ce que je ferais, c'est que je commencerais par là où les gens ont des inquiétudes maintenant et ensuite commencer à aller vers l'extérieur. Donc, voyons comment cela est lié à telle autre chose, etc. Et ensuite, le relier aux questions d'eau, de climat, etc. Je ne voulais pas dire, en fait, si quelqu'un commence à parler d'éco-santé ou d'un monde d'une santé, en fait, pour moi, je vais arrêter d'écouter parce que là, il faut commencer avec des choses très précises. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? D'où vient l'eau, etc. Oui, parce que cette eau sera là à l'avenir. Comment on va la gérer?
Donc, il y a des façons d'aborder ces questions de façon qu'on puisse reconnaître que l'on est près de certaines limites, mais qu'en même temps, on espère. Il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir de la résilience dans la société. Ça n'est pas facile à faire, mais ça vaut la peine de le faire. Parce que si on travaille tout le temps pour le court terme, on va très rapidement se trouver dans un piège parce qu'on a déjà fait beaucoup de ce travail à courte vue. On a réglé des problèmes à la fin de la guerre en disant on passait aux économies d'échelle et on a eu toutes sortes de problèmes sur le plan de l'environnement et ensuite pour la santé publique qui en ont découlé. Donc, bien sûr, on a des poulets qui coûtent pas cher sur le marché, mais on a pu résoudre ce problème, mais oui, on l'a fait en tirant des ressources dans toutes sortes d'autres endroits et en créant des catastrophes ailleurs. Donc, en pensant de façon systématique, en mettant plusieurs voies dans la discussion, on peut aller dans une direction où cela aurait moins de chances de se produire. Je ne dis pas que ce soit absolu, mais je préférerais essayer de travailler de cette façon. J'ai des collègues environnementalistes qui seraient heureux s'il y avait un pape environnemental qui disait à tout le monde ce qu'il doit faire. Non, moi, je n'aimerais pas vivre dans un tel monde. Je préfère que l'on disparaisse comme espèce à essayer de faire de bonnes choses ensemble plutôt que d'essayer de se sauver mutuellement de façon drastique. Bon, David, je vais vous maintenir sur cette voie parce que on donne peut-être l'impression de prêcher et on vous l'a sans doute dit, vous prêchez. Tout le monde est d'accord avec vous, mais qu'est-ce que cela change dans la réalité, dans le monde? Bon, c'est une question essentielle et à laquelle on a du mal à répondre parfois sur le terrain parce qu'on a les résultats locaux et on a du mal à le traduire à un niveau supérieur. Et ma question serait, eh bien, on forme une génération de chercheurs actuellement qui prennent cela comme une approche dans leur domaine au Canada ou dans les pays en développement. Bon, est-ce que cela va changer les choses? Est-ce qu'il y aura un public pour eux? Est-ce qu'il y a un endroit où ils pourront œuvrer en dehors des subventions du CRDI, etc.? Oui, la réponse est oui. Le CRDI pousse dans cette direction parce qu'il essaye de renforcer les capacités. Mais il y a des gens du gouvernement, de diverses institutions, eh bien, mais ils prennent ces idées, mais ils les modifient un peu. C'est pas exactement la même chose. On a eu un atelier en Argentine avec des gens d'une demi-douzaine d'autres pays, avec des contextes très différents, et les gens n'étaient pas du tout d'accord entre eux. Et à la fin de la semaine, on a pu accommoder tout le monde. Et certains des dirigeants ou les réseaux de peuples autochtones, aux peuples indigènes, et c'était pas, peu importe le nom qu'on lui donnait, mais cette implication avec les gens, le fait de regarder, d'approfondir ces choses de façon systématique est très importante. Et je vois que là, l'une des questions, c'est sur le fait d'axer les choses sur l'humain. Eh bien, je crois que la nature ne se soucie guère de si on est là ou ailleurs. Nous, oui, mais on aimerait avoir une planète avec beaucoup d'espèces variées, d'être durable, de pouvoir participer à la longue, d'avoir une existence conviviale sur la planète. Mais si on le veut, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire sur notre façon d'avoir des relations avec les autres espèces? Parce que ça devient une question de valeur. Qu'est-ce qui est précieux pour nous?
Et il n'y a pas de réponse scientifique à ça. D'une certaine façon, il faut prendre position et dire, voilà les choses qui, pour moi, me semblent importantes, que j'apprécie. Et j'aime bien le fait qu'il y ait toutes sortes d'espèces sur la planète, que je suis heureux que les services écologiques passent seulement pour ce qu'ils nous fournissent ou à nos petits-enfants, qu'ils fourniront à nos... C'est l'idée du monde, toutes ces choses extraordinaires qui nous entourent. Cette question a commencé comme ça, et en fait, l'un des défis a été d'impliquer les écologistes dans tout ça, parce que en partie, ils ont affaire à des systèmes. Ils ont dit, bon, on va gérer un parc ici. Ils ne s'intéressent pas du fait qu'il y ait des gens impliqués, parce que les gens, c'est mauvais pour eux, par définition. Et l'écosystème idéologique, c'est sans personne, sans humain. Alors, moi, ma philosophie est différente. Nous sommes un animal dans le système, et que nous soyons des éléphants ou des gens, nous avons une influence, nous faisons partie des écosystèmes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comment peut-on respecter les autres membres de l'écosystème pour le maintenir? C'est bien pour nous, il faut que ce soit bien pour les autres espèces. Je ne vois personne au micro, mais il y a un monsieur. Mais il y a trois choses rapidement qu'on peut aborder qui sont à l'écran ici. Et ce sont des questions qui concernent l'applicabilité dans divers contextes. Alors, peut-être que vous pourriez dire ce que vous en pensez. Une personne demande comment appliqueriez-vous votre idée aux Premières Nations en Amérique du Nord. Une autre de l'Université de Sherbrooke qui demande quels sont les liens que vous établissez entre la gestion des déchets dans les pays en développement et l'éco-santé. Donc, vous en avez parlé en fait en parlant du Népal. Et la troisième question, comment appliqueriez-vous votre concept de façon différente dans différents contextes du monde en développement? Eh bien, tout d'abord, sur les Premières Nations, il y a du travail qui se fait actuellement avec l'Agence de la santé publique du Canada. Victoria Hedge, Shirley Harper est l'une des diplômées de notre programme canadien d'éco-santé. On travaille avec les Premières Nations sur le changement climatique, les maladies d'origine hydrique, etc. Il y a des géographes impliqués, James Ford de l'Université McGill. Moi, je travaille avec des communautés dans le Nord pour essayer de relier les bonnes preuves scientifiques avec toutes choses, les histoires autochtones. Donc, en fait, c'est utilisé. Je ne vois pas de gros problèmes avec ça. Non, je ne devrais pas le dire de cette façon. Je ne vois pas de problème inhabituel qui, bien sûr, parce qu'il y a des communautés qui sont en difficulté. Alors, la gestion des déchets. Ça, c'est une question intéressante parce que il y a plus de deux façons de la regarder. On peut traiter la gestion des déchets comme quelque chose de durable, comme le fumier. Donc, c'est une façon industrielle de voir la chose. Mais l'autre, c'est de voir la chose écologiquement. Parce que les déchets, ce sont des choses qui sont là où on ne voudrait pas qu'elles soient. C'est quand même du matériel biologique. Alors, comment penser à d'où ces choses viennent, comment elles sont recyclées, où elles vont? Alors, cela devient moins un problème industriel d'une certaine façon, et davantage une question de savoir comment reconcevoir notre production industrielle de produits, d'aliments, etc. Quel effet cela a-t-il sur nos écosystèmes? Donc, c'est cette façon-là de voir. Maintenant, la différence entre les pays développés et les pays en développement, eh bien, ce dont je n'ai pas parlé et qui est dans le système tout le monde, c'est l'histoire d'établir des réseaux. Moi, je suis un individu, j'ai mes propres limites, j'ai ma physiologie interne, mais je prends des choses et il y a des choses que je laisse. Enfin bon, ma peau laisse passer des choses, etc. Donc, je fais partie d'une famille. Cette famille a ses propres règles, sa dynamique interne. Mais elle a ses propres limites et elle fait partie d'une communauté. Donc, d'une certaine façon, on fait partie d'une communauté mondiale et ces interactions sont importantes. Ce que je fais dans ma maison
Et lorsque je passe ces autres frontières, ça a un effet sur d'autres pays, etc. Mais si on commence à penser de cette façon, on ne regarde pas seulement le commerce international, le PIB élevé ou faible, de comment interagir en fait. Si vous amenez des aliments du bétail du Brésil, que vous les mettez, que vous les donnez à vos vaches, donc vous ne transportez pas des aliments d'un pays à un autre, vous prenez des nutriments du Brésil, vous les mettez dans des vaches en Suède, qui en laissent une bonne partie dans le sol et ça devient un problème de fumier. On restructure l'écosystème du Brésil et ceux également de Suède. Les gens n'ont pas tendance à penser de cette façon, mais je crois qu'il faut commencer à le faire pour voir les interrelations. Si on regarde le système alimentaire, il y a toujours des liens avec l'écologie. Lorsque j'étais en Indonésie il y a quelques années, je travaillais sur l'influenza aviaire. Il y avait une chaîne de l'Indonésie à Ottawa parce que on s'inquiétait de la viande et des os et tout cela qui était expédié là-bas. Donc, tout le monde ne savait pas que ce lien existait, mais c'était donc on le mettait pour engraisser les fleurs, etc. Ça revenait, les fleurs allaient en Europe, etc. Donc, il y a un lien international et il faut faire davantage attention à ça. Donc, je pense que nous allons répondre à deux dernières questions, monsieur, et ensuite nous allons conclure. S'il vous plaît, veuillez vous identifier. Pedro. Vous avez mentionné quelques principes. Vous avez parlé de l'eau. Est-ce que c'est par séquence? Est-ce que la recherche est une séquence? Les principes de l'éco-santé, est-ce que c'est séquentiel? Par exemple, les AMESH, les principes du CRDI, AMESH, les principes AMESH. Alors, ce qui se passe, c'est que dès que vous commencez à vous engager avec des personnes, ces choses vont rapidement et vous avez des réponses immédiates. Dans l'Amazon, au Pérou, on nous a dit qu'on voulait un bateau immédiatement pour pêcher. Alors, nous allons vous travailler, vous aider à avoir le bateau et ensuite, on va parler des questions à long terme. Alors, pour certaines de ces choses, c'est moins une séquence, c'est plutôt ce qu'il faut, des choses sur lesquelles il faut se concentrer, c'est-à-dire les personnes, leurs enjeux, comment est-ce qu'il y a des liens entre eux, la culture, l'écologie. Et ensuite, il faut se concentrer sur la façon de négocier les éléments pour en arriver à une vision en commun. Et il faut tous les avoir ensemble, n'est-ce pas? Je vais vous répondre que oui. Oui, je crois que oui. Ce qui se passe lorsque vous retirez un élément, il y a tout un historique de recherche participatoire. Les gens participent et font toutes sortes d'activités. Mais dans quel but? C'est très bien, vous participez, ça peut être bien pour les institutions démocratiques, mais parfois les gens sont déçus car elles s'engagent dans un processus qui n'a pas de résultat en particulier. Alors si vous mettez l'accent sur la pensée des systèmes, vous pouvez sortir cela hors du contexte et en faire une analyse en laboratoire, mais ces gens ne s'engagent pas avec la base, avec les gens où ces gens habitent, donc il n'y a pas de liens qui sont établis. Alors, il faut avoir tous ces éléments. Et il faut avoir des implications en matière de politique, il faut avoir des actions également. Ça, c'est important si vous travaillez avec les gens et vous commencez à décrire la façon dont il y a des liens entre eux. C'est très bien, vous comprenez beaucoup de choses et vous partez. Les gens se demandent pourquoi vous avez fait cet exercice. Alors, si on n'engage pas, si on ne s'engage pas avec les autres et on ne trouve pas des façons d'améliorer la vie sur la planète, et si on ne trouve pas des façons de les mesurer, à ce moment-là, nous n'aurons pas été responsables à titre de chercheurs. Est-ce une priorité? Y a-t-il une priorité?
Et c'est une réponse à deux volets. Il faut donner plus d'attention à ce qui est autour de nous. Il faut penser de façon systémique. Si vous êtes un chasseur, il faut garder votre vision périphérique assez alerte. Et l'autre question est la question de respect mutuel lorsque vous travaillez avec les autres. Il faut avoir ce respect pour les autres. À Katmandou, une des réactions des ministres du gouvernement, c'est qu'ils pensaient que c'était une nouvelle forme d'impérialisme. C'est les gens de l'Ouest, les Occidentaux qui viennent pour s'emparer de leur programme. Et je suis très sensible à ça. C'est dangereux. C'est dangereux d'imposer nos programmes sur les autres. Alors, il faut prendre un peu de recul, il faut écouter, il faut établir des liens entre les différentes choses. Il faut avoir une certaine solidarité avec les gens autour du monde. Mais, écoutez, il va falloir que je vous interrompe. Vous avez déjà posé 3 questions et nous avons une autre personne. Je vais donner l'occasion à l'autre personne. Désolé. Monsieur Martin Murdoff du CRDI, vous avez fait allusion à la question que l'être humain est un autre animal dans le système. J'aimerais savoir si vous croyez à l'équilibre dans la nature et quels sont les rôles de la technologie et quel est le rôle de l'économie du marché et des entreprises. Vous dites que c'est une seule question. Nous vendons des choses qui ont été créées pendant des millions d'années pour 50 $ par baril. Que pensez-vous de l'équilibre compte tenu de ces éléments? Vous parlez de la consommation et par-dessus cela, c'est une question que quelqu'un d'autre a demandé qui porte sur la population. Nous avons tendance à ne pas vouloir parler de la population et c'est vraiment une question épineuse. Et il faut traiter de cette question à nouveau à propos de la population mondiale. Il y a une partie de cette discussion qui est dans le système. Lorsque vous pensez à la politique d'enseignement chez les Chinois, il y a certains couples qui n'ont pas d'enfants du tout à cause des dynamiques changeantes. Et il faut vraiment y porter de l'attention. L'équilibre, je suis un peu au milieu. Je me souviens que j'avais travaillé là-dessus pendant les années 90. D'un côté, il y a certaines personnes qui voulaient de l'intégrité écologique, des écologies stables, un équilibre dans la nature. Et d'un autre côté, il y avait l'attitude américaine, c'est que tout change de toute façon. Alors, nous avons toujours fait des animaux hybrides. Alors, tout change de toute façon. Alors, il m'a dit que c'était les mêmes discussions qu'il y a eu parmi les nazis dans les années 30. Et devinez qui a gagné? C'est les personnes qui étaient intègres localement, car il y avait un système local stable et c'est ce qu'on désire. Et bien sûr, il y a eu ce changement à propos du fait que n'importe qui peut faire ce qu'il veut. C'est vraiment de la liberté pour tous. Ce qu'on souhaite, ce serait quelque chose entre les deux, une certaine résilience, mais une ouverture au changement. Il faudrait reconnaître l'aspect limitatif des ressources, mais il faut avoir la capacité de servir de ces ressources afin d'améliorer la vie, pas juste pour les êtres humains, mais pour les autres espèces sur cette planète. Les gens ne sont pas satisfaits de mes réponses, car les gens veulent tout l'un ou tout l'autre. Mais la façon d'y arriver, c'est d'être au milieu. Et je pense vraiment qu'on doit s'engager à ce niveau-là, au niveau du milieu. C'est de dire que la liberté pour tous est extrême, mais l'intégrité absolue de l'écologie est une autre extrême. Donc, nous devons avoir de l'intégrité, nous devons avoir une stabilité, nous devons avoir un équilibre, mais nous voulons également nous ouvrir au changement. Comment y arriver? C'est pour cela que je me concentre sur le processus, comment m'engager avec les autres, comment examiner les choses écologiquement de façon à garder cet équilibre. David,
Nous en sommes à la fin de cette présentation. Il y a de nombreuses questions encore. J'ai une question de l'Université de Montréal, d'une université au Royaume-Uni. On pourra les regarder si vous êtes intéressé après. J'aimerais vous remercier, l'auditoire sur le site Web, pour votre participation aux discussions de cet après-midi. J'aimerais vous remercier tous dans l'auditoire d'avoir participé, d'avoir posé des bonnes questions, d'avoir fait des commentaires très pertinents. Et avant de vous remercier, David, je vous poserai cette question suivante. Pour cet auditoire, il y a des gens, des étudiants du monde universitaire, des gens qui sont actifs dans le domaine des organismes des sociétés civiles. Nous avons abordé de nombreux sujets. On a commencé avec votre histoire, votre essai au Népal. Ensuite, nous nous sommes rendus à d'autres stratosphères et ensuite on est revenu à la base. Alors, quel est le dernier message que vous aimeriez nous exprimer? Qu'est-ce que ces personnes aimeraient ramener chez elles après vous avoir écouté cet après-midi? Cette planète vaut la peine de s'en occuper et c'est important de faire attention à ce qui se passe autour de nous. C'est important d'écouter, c'est important de faire attention aux autres espèces. Les gens m'accusent parfois de penser un peu trop loin. Ma réponse, si je dis oui, je vois des boîtes, nous sommes dans la vie d'Ottawa. Dans la vraie vie, vos obstacles sont dans votre esprit. Dans la vraie vie, tout est interrelié. Alors, il faut essayer d'entretenir cette idée d'avoir cet aspect complet de la vie. Il faut se soucier de la vie, il faut trouver des façons de s'engager, de tout garder vivant, de garder la vie sur cette planète. Et il faut être aussi convivial que possible. Alors, sur ces mots, je vous remercie d'avoir pris le temps de faire cette présentation. Merci de cette discussion avec l'auditoire. Merci à nos interprètes dans la cabine et merci à nos techniciens, aux personnes qui s'occupent du webcasting et aux membres du personnel du CRDI. C'est toujours un honneur de vous souhaiter la bienvenue ici au CRDI et c'est une bonne chose que vous soyez ici dans la série du 40e anniversaire du CRDI. Alors, bon retour chez vous. Merci beaucoup.